Vous écoutez ACA Voices, une série de podcasts proposés par l'ACA, la voix du secteur de l'assurance et de la réassurance luxembourgeoise. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette série de podcasts dédiés aux principaux enjeux et défis du secteur. Le secteur de l'assurance et de la réassurance est une composante essentielle de l'écosystème financier luxembourgeois. À travers ces épisodes et voix d'experts, nous vous proposons de découvrir les différentes propositions que l'ACA porte en vue des élections législatives d'octobre 2023 pour que le secteur conserve son attractivité, son dynamisme et serve au mieux les intérêts sociaux du pays. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format des ACA Voices. Mon nom est Valérie Tollet, je suis membre du comité de direction de l'ACA, l'association des compagnies d'assurance et de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Florent Albert, Managing Director Europe et Groupe CFO chez Lombard International Assurance. Florent, tu es également administrateur de l'ACA, ainsi qu'un membre actif de sa commission internationale vie. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, Valérie. Pour débuter ce nouveau cycle de podcast, nous allons discuter d'un sujet qui touche l'ensemble des secteurs d'activité et tous les niveaux de qualification, la pénurie croissante de talents. Tout d'abord, quelques chiffres afin de donner un peu de contexte à notre conversation de ce jour. Au Luxembourg, le nombre total de personnes salariées a augmenté de 84% entre 2000 et 2021. Entre 2010 et 2021, le nombre de salariés résidents luxembourgeois a augmenté de 21%, celui de salariés résidents étrangers de 42% et celui de salariés frontaliers de 43%. Et enfin, en octobre 2022, l'ADEME, l'Agence pour le développement de l'emploi, comptabilisait 13 000 postes vacants, soit une augmentation de 18% sur un an. Alors comment réduire ce décalage persistant et croissant entre besoins de main-d'œuvre et compétences disponibles ? Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Florent, pourrais-tu nous dire ce qu'est, selon toi, un talent ? Merci Valérie. Alors il y a en fait beaucoup de façons de définir ce qu'est un talent et tu peux l'imaginer, c'est un sujet de discussion récurrent dans les entreprises d'assurance et en ce qui concerne le recrutement d'une part ou le développement des compétences et des talents que nous avons aujourd'hui. Un talent finalement c'est pour moi assez simple. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a un bon niveau d'expertise, un bon niveau de compétence et quelqu'un qui souhaite ajouter de la valeur dans l'entreprise tout en s'insérant dans la culture et en s'insérant dans l'organisation dans laquelle il ou elle arrive finalement avec son historique. Pour moi, c'est très important qu'un certain nombre de valeurs soient respectées, la transparence, la communication, l'ouverture, l'intégrité. Et ces éléments doivent vraiment faire partie de ce qu'est un talent aujourd'hui. Quelqu'un qui va être capable, au-delà des compétences personnelles et d'expertise, d'avoir également un certain nombre de paramètres clés, un certain nombre de qualités qui lui permettront d'être efficace et de croître dans l'entreprise dans laquelle il ou elle va intégrer. Puisqu'il faut quand même savoir que quelqu'un qui nous rejoint ou qui rejoint une entreprise, généralement, va la rejoindre pour plusieurs années. Donc, va faire une partie de sa carrière et donc une partie de sa vie professionnelle dans cette organisation. Donc, c'est très important de bien détecter, de bien comprendre et en même temps de bien développer ce qui est et sera un talent pour l'entreprise. Alors, si l'ouverture et le dynamisme du Luxembourg sont indéniablement une force, beaucoup d'entreprises se disent inquiètes sur le terrain par rapport à la difficulté à attirer et surtout à retenir les talents. Alors partages-tu cette inquiétude et quelles sont tes observations récentes à ce sujet, notamment en comparaison avec la période pré-Covid ? Oui, alors c'est une, bien sûr, considération ou une inquiétude quand on gère une entreprise qui est quasiment quotidienne au Luxembourg. Je suis là dans ce pays depuis bientôt 8 ans et je me souviens quand je suis arrivé, la première considération ou le premier challenge particulier qu'on m'a évoqué était celui de la difficulté à recruter des talents. Donc je constate que 8 ans plus tard, on est un peu toujours sur les mêmes problématiques, notamment en termes de volumétrie
Mais de façon plus spécifique, je pense que la nature des besoins et la nature du problème a aussi évolué. Tu as évoqué Covid, qui a été une période charnière et assez importante en termes de transition de ressources humaines, mais de façon plus large, on a aussi un changement des besoins de recrutement. La transition digitale, les problématiques ESG, tout ce qui a trait au développement sur la lutte anti-blanchiment, sur la conformité au sens large, la gestion du risque. Toutes ces zones et ces fonctions dans l'entreprise sont aujourd'hui plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Elles font l'objet de besoins au niveau européen, très largement, et donc le Luxembourg s'insère dans cette problématique et à ce titre a également un besoin très important de ressources. Et il y a aujourd'hui un décalage assez marqué, et tu l'as évoqué par le biais de quelques chiffres, entre l'offre et la demande. Moi, je constate que notamment sur les postes liés à la conformité, à l'informatique, à la transition digitale, mais au sens large, au développement informatique, puisqu'on ne fait pas que de la transition digitale, mais on fait aussi du développement informatique, du développement de produits, du développement de services. Et dans ce cadre-là, on a aussi pas mal de besoins et pas mal de problèmes à recruter. Et puis fondamentalement, sur des postes de type risk management, on a aussi des problèmes ou des besoins qui sont assez importants. Clairement, la problématique de recrutement, elle est aussi liée à la qualité de vie ou la qualité de vie organisationnelle que va trouver un employé qui va aujourd'hui venir travailler au Luxembourg. Et dans ce cadre-là, on doit être à même d'offrir un cadre flexible, compétitif et puis relativement vivable en termes de structure. Et c'est aujourd'hui, on le sait, parfois difficile d'avoir un cadre qui réunit tous ces aspects. Et donc, ça peut rendre le recrutement assez difficile. Alors, face à ce constat que tu viens d'évoquer et au défi de sa croissance, comment, selon toi, le Luxembourg peut-il conserver son attractivité d'un point de vue maintenant purement économique ? Alors, il faut savoir que le Luxembourg est une économie très dynamique. Si on la place dans un cadre européen, on regarde la croissance du PIB, on regarde le PIB par habitant, on regarde aujourd'hui le fait que ce soit un des seuls pays qui soit noté AAA par les agences de notation. C'est un pays qui est très peu endetté en pourcentage de son PIB. C'est un pays qui aujourd'hui, grâce à une bonne intelligence politique notamment, a permis de réduire la croissance de l'inflation ou la montée en puissance de l'inflation de façon assez marquée, puisqu'aujourd'hui, le Luxembourg a le plus bas taux d'inflation de l'Union européenne, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, le cadre économique et l'environnement économique est relativement attractif si on le place en comparaison des pays, et notamment des pays limitrophes, que sont la Belgique, la France et l'Allemagne. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Luxembourg, il y a deux problèmes majeurs. C'est un problème de mobilité et un problème de logement. On est sur une problématique qui est réelle dans le sens où aujourd'hui, pour se loger au Luxembourg, ça coûte très cher, c'est très compliqué, l'offre est très faible. Et pour des talents, et notamment des talents qui sont dans la première phase de leur carrière, il peut être très difficile de concilier le fait de vivre au Luxembourg avec le fait de travailler au Luxembourg. Et dans ce cadre-là, eh bien, la dynamique transfrontalière continue à être très importante. Et la deuxième problématique rentre à ce moment-là en jeu, c'est celle du transport. Parce qu'il est aujourd'hui difficile de se véhiculer ou de se déplacer dans des conditions acceptables entre les pays limitrophes et le Luxembourg. Il n'est pas rare, on est tous dans nos entreprises, dans notre entreprise, on voit des gens, on rencontre les gens, on parle de leurs problèmes de mobilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au Luxembourg, mais qui vit à la frontière française notamment, va passer facilement entre 2h30 et 3h dans les transports par jour. Et c'est quand même une partie très importante de leur journée qui est gaspillée en quelque sorte dans les transports. Alors, après, la mobilité, elle est partiellement réglée par la problématique de l'aménagement lié à toutes mesures qui sont post-Covid et donc qui ont trait à tout ce qui est capacité à travailler depuis chez soi pour nos employés.
elle se heurte toutefois à des problématiques fiscales, on va l'évoquer, qui sont le nombre de jours limite. Et ce nombre de jours, il n'est pas très élevé aujourd'hui, notamment pour les transfrontaliers qui sont allemands, puisqu'il est limité à 19 jours. Et c'est quand même finalement très peu, puisque ça fait dans une année un jour toutes les 2 semaines, à peu de choses près. Voilà. Et sur le volet éducatif et le niveau de qualification, selon toi, est-ce qu'il y aurait des améliorations à prévoir ici pour retrouver un vivier de talents luxembourgeois ? Alors c'est une problématique assez intéressante parce que aujourd'hui il est très clair que les talents sont en très grande majorité formés à l'étranger. Que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, mais aussi en Angleterre ou en Scandinavie en ce qui nous concerne. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une offre éducative extrêmement large au Luxembourg compte tenu de la taille limitée du pays et des limites en termes de capacité à fournir une offre éducative extrêmement large. Par contre, j'ai noté que depuis quelques années, il y a une forte augmentation du nombre d'étudiants, il y a une augmentation du nombre de formations. L'actuariat est notamment très important pour l'assurance et ça peut être un vecteur très important de mobilisation. On sait que ce soit au niveau des Big Four, mais au niveau des entreprises d'assurance, l'actuariat est une zone de pression souvent et de compétences techniques très importantes. Et si on peut localiser une partie de ces compétences, ce sera très important. Je pense qu'au-delà il faut clairement développer une offre éducative locale, tout en sachant qu'elle sera insuffisante. Et donc, il faut continuer à aller au-delà du Luxembourg, de façon à être capable d'attirer des talents qui, eux, ont été formés à l'étranger. Alors, comme tu l'as brièvement mentionné, parmi les facteurs qui incitent les talents à venir s'établir dans un pays, on sait tous que l'aspect fiscal est également à prendre en compte. Alors, quels sont selon toi les 2 grands axes d'amélioration en matière de fiscalité individuelle ? Alors, clairement, il y a eu un régime d'impatriés qui a été mis en place il y a déjà de nombreuses années, qui a été légèrement modifié il y a 2 ou 3 ans de mémoire. Et c'est pour moi clairement un axe assez important de remobilisation et d'attrait pour des talents qui ont un niveau d'expertise relativement élevé et un niveau de seniorité également assez élevé. On trouve que c'est dans une offre qu'on peut faire à quelqu'un qui vient de l'étranger un réel avantage. Et l'avantage du régime d'impatrié, c'est qu'il pérennise un petit peu l'aspect professionnel de quelqu'un qui va faire une transition d'un pays vers un autre, qui est quand même une démarche assez importante, assez structurante dans une vie professionnelle. Donc oui, continuer à développer le régime d'impatrié, continuer à le rendre avantageux, c'est quelque chose de particulièrement important à mon sens. Après, il y a tout ce qui peut être lié au régime de primes participatives. Il y avait notamment jusqu'en 2018 ou 2019, je pense, un système de warrant qui était très intéressant pour des employés plutôt seniors dans l'entreprise et c'était un très bon outil de rétention. On a perdu ça aujourd'hui. Donc la capacité d'utiliser la prime participative qui est quelque chose d'un peu plus large dans l'entreprise et qui permet à toute entreprise qui gagne de l'argent de partager un petit peu ou d'avoir un bénéfice fiscal associé à ça. Je pense que l'élargissement de la prime participative est également un point assez important pour moi d'attraction et de rétention dans un environnement européen qui est très concurrentiel sur ces talents, puisque ces talents qui ont un niveau d'expertise et de seniorité relativement élevé ont aujourd'hui beaucoup de choix. D'autres idées en termes d'aménagement de règles fiscales en matière de télétravail transfrontalier, comme tu l'as évoqué ? Voilà, alors le deuxième thème qui est très important, c'est bien sûr l'aménagement du temps de travail. On est aujourd'hui, mes collègues et néanmoins concurrents qui sont dans toutes les entreprises d'assurance, mais ça va bien au-delà de l'assurance, puisque c'est les services financiers et c'est les entreprises luxembourgeoises en général, ont toutes mis en place un système qui permet de faire du télétravail. Ce système, il est
plus ou moins efficace. Il est très facile à mettre en place pour les résidents luxembourgeois. Mais d'un autre côté, pour tout ce qui concerne les transfrontaliers, on est aujourd'hui limité par des règles fiscales qui sont, je l'ai évoqué, assez contraignantes. Alors nous, on est très focalisé, bien sûr, sur l'Allemagne, la Belgique et la France, puisque c'est de là que viennent 95% des transfrontaliers. L'Allemagne est particulièrement contraignante. La Belgique et la France, à 34 jours, ne fournissent pas un cadre qui aujourd'hui soit très attractif. Donc oui, nous, on est très intéressés de voir une extension de ce cadre fiscal, et je pense que c'est le sens des démarches politiques qui sont entreprises aujourd'hui pour atteindre quelque chose qui serait finalement relativement équivalent à ce qu'on peut offrir dans mon entreprise à un employé qui réside au Luxembourg, c'est-à-dire jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Voilà, on arrive, on dit 30 à 40%. Maintenant, si on place 30 à 40% dans un contexte de transfrontalier, ce serait plutôt 70 à 75 jours de télétravail par an et pas 19 ou 34. Donc il y a quand même aujourd'hui un vrai gap, il y a un grand chemin à parcourir, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont financiers et qui sont importants, puisqu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a un contrat luxembourgeois mais qui télétravaille ne consomme pas au Luxembourg les jours où il ou elle télétravaille, et donc il y a quand même des problématiques de second niveau qu'il ne faut pas sous-estimer, car elles ont un vrai impact sur le développement économique du Luxembourg. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a potentiellement quelques bonnes nouvelles d'un point de vue sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas que le point de vue fiscal qui importe au niveau de cette problématique. Alors, une dernière question pour terminer ce podcast. Donc, on entend de plus en plus parler d'une possible réduction du temps de travail à 36 heures au Luxembourg. Alors, est-ce selon toi une bonne ou une mauvaise idée dans le contexte que l'on vient de décrire ? Alors, je suis français, donc et je suis suffisamment vieux pour avoir vécu la transition des 39 heures vers les 35 heures en France. Je pense personnellement que c'est une très mauvaise idée. On a une vision un peu malthusienne du temps de travail, consistant à dire le temps de travail est une donnée finie et on va la partager, et donc on va la partager en plus de parts, en réduisant le temps unitaire de travail, et comme ça plus de personnes pourraient travailler, ou ça va apporter plus de flexibilité. Je pense que c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Pour moi, la problématique, elle est de fournir un cadre qui permet aux employés de se mobiliser, de s'épanouir et de croître en termes professionnels. Aujourd'hui, passer à 36 heures, ça serait une vraie problématique de compétitivité. La réduction du temps de travail, elle est toujours associée à une négociation du coût du travail, et il est extrêmement rare d'avoir une baisse de la rémunération quand on a une baisse du temps de travail, et donc en termes de compétitivité, ce serait très mauvais pour le Luxembourg, sachant que le coût unitaire de travail au Luxembourg est déjà quand même très largement supérieur à ce qui peut être dans les pays limitrophes. C'est à mon avis quelque chose qu'il ne faut pas du tout mettre en place. On peut continuer à regarder quelles sont les mesures d'assouplissement du temps de travail, de flexibilité, sur une journée, sur une semaine. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes, et je pense que justement dans un environnement post-Covid, on a aujourd'hui un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert sur le lieu de travail. On doit avoir un état d'esprit relativement ouvert également sur la durée de travail, mais sur la durée de travail d'une journée ou sur la durée de travail d'une semaine, pas nécessairement sur une durée de travail réduite de façon contractuelle, qui à mon avis serait pas bénéfique pour le Luxembourg en termes de compétitivité. Alors merci Florent pour cet échange et ce partage de points de vue, en espérant que ces messages soient entendus afin que les entreprises puissent relever les défis d'innovation et de transformation auxquels elles seront très rapidement confrontées. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes sur le sujet. Retrouvez cet épisode ainsi que l'ensemble des revendications que l'ACA porte en vue des élections législatives d'octobre 2023 à travers un dossier dédié disponible sur le site www.aca.lu.
N'hésitez pas à contribuer au rayonnement du secteur et des sujets qui s'y rattachent en partageant cet épisode et en rejoignant la communauté sur notre page LinkedIn AK Luxembourg. Rendez-vous au prochain épisode.